Fragment 13. La plupart des théories sur la rupture entre l'esprit et le corps passent à côté d'une rupture accessoire, et pourtant unique, celle du matériel avec le spirituel. Cette séparation et cette dissimulation de la dimension spirituelle de l'existence genrée nous laissent avec une tragique incapacité à exprimer, ou bien même à comprendre réellement, les implications de ces opérations de capture. Ignorer la dimension spirituelle de la domestication nous laisse seulement avec la moitié de l'histoire, avec un matérialisme crasse et mécaniste qui ne peut nous offrir des solutions rustres et mécanistes. Qui ne peut que nous offrir des solutions rustres et mécanistes. Si le corps humain, et non pas le moteur à vapeur ou même l'horloge, fut la première machine développée par le capitalisme, alors que reste-t-il de toutes les capacités du corps qui ne peuvent être utilisées efficacement ou rationalisées par cette innovation technologique? L'imposition d'une dynamique maître-esclave cartésienne entre l'esprit et le corps signifie aussi la généralisation de cette dynamique à toutes les formes et capacités de la vie qui ont un jour enchanté la connexion sensuelle du corps au monde sauvage. Notre être fut inscrit dans un monde sans âme et dans un corps machine. Francis Bacon se plaignait que la magie tue l'industrie, et c'est précisément parce que la relation continue des humains à leur capacité magique représentait aussi leur capacité à trouver du sens et des moyens de subsistance hors du monde du travail et de l'industrie. Les croyances magiques et spirituelles étaient dangereuses simplement parce que leur refus du temps linéaire et vide était une source d'insubordination. Pour que le Léviathan réussisse à restructurer le corps, il dut d'abord dissocier le corps de sa participation à une cosmologie du pouvoir et d'esprit. Le caractère sauvage perçu des sorciers et des sorcières devait être écrasé, tout comme le caractère sauvage du monde. Le Léviathan seul pourrait posséder la capacité d'altérer, d'enchanter et de déployer le corps. Ce contrôle sur le corps a largement lieu en tant qu'opération métaphysique, et pourtant il se dissimule et prétend être naturel et objectif. Peut-être l'aspect le plus sinistre est de l'extermination spirituelle qui mécanise le corps et qu'elle nie l'existence de tout esprit. La mécanisation du corps est si constitutive de l'individu que, au moins dans les pays industrialisés, donner de l'espace à la croyance et en des forces occultes ne met pas en péril la régularité du comportement social. L'astrologie peut aussi être autorisée à revenir, avec la certitude que les consommateurs et les consommatrices les plus dévoués de thèmes astraux consulteront automatiquement leur montre avant d'aller au travail. Cette mécanisation fut accomplie à travers la double opération de négation de l'existence spirituelle, mais aussi de la destruction du corps rebelle. Hobbes, en ce qui concerne les sorciers, je ne pense pas que leur sorcellerie soit un vrai pouvoir, mais ils sont pourtant justement punis pour la fausse croyance qu'ils ont dans le fait qu'ils peuvent faire de telles bêtises qui se joint à leur objectif de les faire s'ils le pouvaient. Freddy Perlman et Arthur Evans critiqueront tous deux les historiens de la chasse aux sorcières pour leur répétition de ces mêmes analyses domestiquées, justifiant les massacres des chasses en projetant la compréhension mécanique du corps à travers le temps et au sein du monde naturel. Les poteaux sur lesquels les sorciers et les sorcières et autres praticiens et praticiennes de magie sont morts et mortes, et les chambres dans lesquelles leurs tortures étaient exécutées représentaient un laboratoire dans lequel une grande partie de la discipline sociale fut sédimentée, ainsi que beaucoup de savoir sur le corps obtenu. Ici, les irrationalités qui se tenaient sur le chemin de la transformation du corps individuel et social en un ensemble de mécanismes prédictibles et contrôlables étaient éliminées. Et ce fut ici à nouveau que l'usage scientifique de la torture naquit. Cette bataille, ayant lieu de façon significative au pied des potences, montre à la fois la violence qui a présidé la rationalisation scientifique du monde, ainsi que l'affrontement de deux concepts opposés du corps, de deux investissements opposés dans le corps. D'un côté, l'on a le concept du corps qui le voit doté de pouvoir, même après la mort. Le corps mort n'inspire pas la répulsion, et n'est pas traité comme quelque chose de pourri ou d'irréductiblement étranger. De l'autre côté, le corps vivant est vu comme mort, dans la mesure où il est conçu comme un appareil mécanique, afin d'être démonté comme n'importe quelle machine. Le cours de la rationalisation scientifique était intimement connecté à la tentative de l'État d'imposer son contrôle sur une main-d'œuvre récalcitrante. Feral Fawn exprime cela en d'autres termes dans The Quest for the Spiritual. Cette culture civilisée, technologique, marchande dans laquelle nous vivons, est un terrain vague. Pour la plupart des gens, la plupart du temps, la vie est terne et vide. Manque d'éclat, d'aventure, de passion et d'extase.
Ce n'est pas surprenant que beaucoup de personnes cherchent quelque chose de plus derrière le royaume de leur existence normale et quotidienne. C'est à cette lumière que nous devons comprendre la quête pour le spirituel. J'ai découvert que ce dualisme entre le matériel et le spirituel était commun à toutes les religions, avec comme exception possible quelques formes de taoïsme et de bouddhisme. J'ai aussi découvert quelque chose d'assez insidieux à propos de la dichotomie chair-esprit. La religion proclame que le royaume de l'esprit est le royaume de la liberté, de la création, de la beauté, de l'extase, de la joie, de l'émerveillement, de la vie elle-même. Au contraire, le royaume de la matière est celui de l'activité mécanique morte, de la crasse, du travail, de l'esclavage, de la souffrance, du chagrin. La terre, les créatures qui la peuplent, même nos propres corps, sont des entraves à notre développement spirituel, ou au mieux sont des outils à exploiter. Quelle justification idéologique parfaite pour les activités d'exploitation de la civilisation. Alors que l'exploitation s'immisçait dans nos vies, dans les vies des gens, la joie extatique de l'existence sauvage et de chair non réprimée devint des souvenirs de plus en plus faibles avant de sembler ne plus faire partie du tout de notre monde. Ce monde était le monde du travail, en français dans le texte, et de la peine. La joie et l'extase devaient faire partie d'un autre domaine, celui de l'esprit. L'ancienne religion est furieusement orgiaque, reflétant clairement le mode de vie perdu auquel les gens aspiraient. Mais en séparant cet abandon furieux dans le domaine de l'esprit, ce qui n'est en réalité qu'un domaine d'idées arbitraires sans existence concrète, la religion s'est faite la suivante de la culture civilisée et domestiquée. Cette transformation du corps en opération prédictible et contrôlable est absolument centrale à la naturalisation de la catégorie du sexe. L'utérus devient une machine, contrôlée par l'État et les médecins, pour la production de nouveaux corps. La diversité incompréhensible du corps humain est réduite à une relation simpliste et quantitative entre différents produits chimiques et hormones. Certaines formes sont considérées saines, quand d'autres sont vues comme anormales et nécessitant des interventions chirurgicales. La binarité des dénommés organes sexuels est presque atteinte à travers cette mutilation continue. Certains rapports de distribution de graisse, de cheveux, de structures osseuses, etc. en viennent à être des preuves immuables de l'éternelle existence de la prison sociale du sexe. Afin que cette prison soit totale, notre conception de nous-mêmes doit être détachée de ces opérations matérielles. La production de l'humanité dans le corps sexuel rationnel avait besoin de la destruction de la magie précisément parce qu'une vue magique du monde soutient que ce qu'il est animé, imprédictible et qu'il y a des forces occultes dans les plantes, les animaux, les pierres, les étoiles et nous-mêmes. Au sein de cette vision animiste du monde, nos capacités individuelles ne sont pas limitées à la supposée destinée biologique du sexe. Nous pouvons à la place créer, détruire, aimer et prendre du plaisir dans une infinité de situations. Cette diffusion anarchique et moléculaire du pouvoir d'un bout à l'autre du monde est contraire à un ordre social et genré qui vise à capturer et à dominer toute vie. Le monde doit être désenchanté pour être dominé. Ici naît la science. Le monde désenchanté peut maintenant être expliqué à travers l'enquête rationnelle et objective. Et pourtant, c'est une contradiction significative que cette nouvelle science ne signifia pas la fin de ce qu'elle aurait considéré comme une persécution irrationnelle des sorciers et des sorcières. À la place, les philosophes mécanistes ont célébré la chasse aux sorcières comme une avancée de la vision du monde rationnel. Francis Bacon, l'un des plus anciens hauts prêtres de la science, est explicite concernant l'origine directe des méthodes d'enquête scientifique dans les chambres de l'Inquisition. Pour la science, le monde entier devient un analogue à une sorcière, un corps devant être interrogé, torturé, violé et dévoilé. Loin d'être spécifique à cette période particulière, l'on peut voir cela se répéter encore et encore dans les camps de mort de nazis, les expériences médicales sur les prisonniers et les prisonnières, la vivisection des animaux, etc. Le rationalisme scientifique n'est pas une intervention progressiste contre la brutalité, c'est simplement l'universalisation de cette brutalité contre tout le monde sauvage, contre le corps et contre l'esprit. Cette approche scientifique du monde devient d'autant plus terrifiante quand elle est saisie par les révolutionnaires. Les révolutions bourgeoises qui furent menées au nom de la raison et de la justice finirent par tailler ces abstractions dans la chair des individus à travers la guillotine, les comités de salut public et de salubrité et d'autres instruments de terreur. Cette terreur prit une nouvelle dimension dans les révolutions communistes qui suivirent. L'on doit dire, aux côtés des rédacteurs de Green Anarchy,
que la compréhension scientifique du monde est le point culminant de la segmentation de la réalité qui a d'abord lieu dans le genre et dans la domestication. La science n'est pas neutre, elle est chargée de motivations et d'hypothèses qui viennent et renforcent la catastrophe de la dissociation, de la perte d'autonomie, de la torpeur dévorante qui nous appelons civilisation. La science suppose le détachement, ceci est intégré dans le mot même d'observation, observer, quelque chose c'est le percevoir tout en s'en distanciant émotionnellement et physiquement afin d'avoir un canal d'information à sens unique allant de la chose observée au soi, qui est défini comme n'étant pas une partie de cette chose. Cette vue basée sur la mort, ou mécaniste, est une religion, la religion dominante de notre temps. La méthode scientifique ne traite que du quantitatif, elle n'admet pas de valeur ou d'émotion, ou la manière dont l'air sent quand il commence à pleuvoir, ou si elle traite de ces choses, elle le fait en transformant en nombre, en faisant de l'unité avec l'odeur de la pluie, une préoccupation abstraite avec la formule chimique de l'ozone, en transformant la façon dont vous ressentez cela en idée intellectuelle que les émotions sont seulement une illusion d'une décharge neuronale. Le nombre lui-même n'est pas une vérité, mais un style choisi de pensée. On a choisi une habitude spirituelle qui concentre notre attention sur un monde retiré de la réalité, où rien n'a de qualité, de conscience ou de vie propre. On a choisi de transformer le vivant en mort. Les scientifiques attentifs admettront que leurs études est une simulation étroite du monde réel complexe, mais seulement quelques-uns et quelques-unes remarquent que cette focalisation étroite s'auto-entretient, qu'elle a bâti des systèmes technologiques, économiques et politiques qui fonctionnent tous ensemble, qui enroulent notre réalité sur elle-même. Aussi étroite que l'est le monde de nombres, la méthode scientifique n'autorise même pas tous les nombres, seulement ceux qui sont reproductibles, prédictibles et les mêmes pour tous les observateurs et observatrices. Bien sûr, la réalité elle-même n'est ni reproductible, ni prédictible, ni même pour tous les observatrices. Mais le monde fantaisiste des dérivés de la réalité ne sont pas non plus. La science ne se contente pas de nous attirer dans un monde parfait, elle va plus loin et fait de ce monde un cauchemar dont les contenus sont sélectionnés pour leur prédictibilité, leur contrôlabilité et leur uniformité. Toute surprise et toute volupté sont des faits. À cause de la science, les états de conscience dont le système ne peut pas disposer de manière fiable sont quantifiés de fous, au mieux de non ordinaires, ou sont exclus. On se débarrasse, voire on détruit en tant que composants machiniques imparfaitement formés, les expériences anormales, les idées anormales et les gens anormaux et anormales. La science est seulement une manifestation et un verrouillage d'une envie de contrôle que nous avons eu au moins depuis que nous avons commencé à cultiver des champs et à clôturer les animaux au lieu de les naviguer sur le monde moins prévisible mais plus abondant de la réalité ou nature. Et depuis ce moment jusqu'à maintenant, ce besoin a dirigé chaque décision sur ce qui compte comme progrès, jusqu'à et y compris la restructuration génétique de la vie.